La Méditerranée représente moins de 1% de la surface de l'océan mondial. Pourtant, 20 espèces de cétacés sur les 80 qui existent y ont déjà été observées, soit un quart de la totalité des espèces décrites à ce jour dans le monde. Cette diversité est particulièrement importante en Méditerranée nord-occidentale, où 8 espèces sont présentes toute l'année. Parmi elles, on trouve le deuxième plus gros animal de la planète, le rorqual commun. Il mesure environ 20 mètres pour 50 tonnes et se nourrit exclusivement de minuscules crevettes. Au large, il est également possible d'apercevoir le cachalot lorsqu'il n'est pas en train de chasser le calamar dans les profondeurs des canyons sous-marins. Quelques centaines d'individus sont présents aujourd'hui au large de nos côtes. Le globicéphale partage avec ses cousins un appétit prononcé pour les calamars. Il est noir avec un plastron blanc et possède un large aileron dorsal. Le dauphin de Risso fréquente aussi les pentes abruptes des canyons, mais impossible de le confondre. Il est couvert de cicatrices blanches laissées par ses proies et ses congénères. Les plus nombreux en Méditerranée sont sans commune mesure les dauphins bleus et blancs, avec un effectif de plusieurs dizaines de milliers d'individus. Ce sont également les plus joueurs et les plus démonstratifs. Le grand dauphin est le seul à fréquenter préférentiellement la zone côtière appelée plateau continental, où les profondeurs n'excèdent pas 200 mètres. Ces cétacés opportunistes ne dédaignent pas la nourriture facile d'accès et sont régulièrement observés autour des engins de pêche. Ces espèces subissent la pression des activités humaines, trafic maritime, pêche. Pour les protéger, il est indispensable de bien les connaître. La priorité en termes de connaissances pour la préservation des cétacés en Méditerranée est l'établissement d'un état de référence pour toutes les populations qui fréquentent régulièrement les zones Méditerranée françaises, concernant notamment leur distribution et leurs effectifs, de manière à pouvoir suivre les populations dans le temps et identifier d'éventuels changements dans ces populations. Ces données de référence ont été collectées pour le grand dauphin le long des côtes continentales de Méditerranée française, entre 2013 et 2015, par différentes associations sous la coordination du GIS-3M. Depuis sa création, le GIS-3M a permis notamment de monter des projets à l'échelle de la façade de Méditerranée française, comme par exemple le projet GDGM, Grand Dauphin Études et Gestion en Méditerranée, qui est un projet qui a rassemblé une quinzaine de partenaires et qui a donc notamment permis de mettre en place un suivi par photo-identification, standardisé et simultané, le long de toute la façade de Méditerranée française. Les résultats de ce projet donc, ont permis de fournir un état de référence sur la distribution et les effectifs de grands dauphins en Méditerranée française, qui permettra de mettre en place un suivi sur le long terme. L'effectif de la population a été estimé à environ 700 individus grâce à la photo-identification. Cette méthode consiste à identifier les individus grâce aux marques uniques et permanentes présentes sur leur aileron dorsal. Le grand dauphin est notamment présent dans les eaux marseillaises qui sont en partie couvertes par 2 aires marines protégées offrant des conditions favorables à l'espèce. La plus ancienne des deux, le parc marin de la Côte Bleue, existe depuis 1983. Le parc marin de la Côte Bleue a 2 réserves marines, à Carré-le-Rouet et à Carreau, qui font 300 hectares, où la pêche sous toutes ses formes est interdite, ainsi que la plongée sous-marine et l'ancrage ou le mouillage des bateaux. Ensuite, on a le périmètre du parc marin de la Côte Bleue qui fait 10 000 hectares, devant 43 km de côte, et le site Natura 2000 pour lequel on a été désigné animateur. Le territoire du parc marin, oui, est fréquenté par les cétacés, de plus en plus, je dirais, notamment pour le grand dauphin, qu'on observe de plus en plus régulièrement, notamment proche des réserves et dans les réserves, qui doivent être un peu le garde-manger pour eux. Créé en 2012, le Parc national des Calanques est un parc périurbain qui possède également des caractéristiques intéressantes pour le grand dauphin.
Il y a une zone de plateau continental qui est assez étendue au parc national des Calanques, beaucoup plus étendue qu'elle ne peut l'être par exemple à Port-Cros. Cette zone de plateau offre effectivement des profondeurs, une bathymétrie qui peut être favorable aussi à la présence régulière d'une espèce comme le grand dauphin qui va plutôt rechercher des profondeurs pas trop importantes pour notamment chasser. Et puis ce qui peut favoriser aussi leur présence, c'est quand même la réglementation qui met en protection des surfaces qui sont quand même relativement importantes, puisque le parc national des Calanques, c'est 43 500 hectares de cœurs marins et 100 000 hectares d'aires maritimes adjacentes, sur lesquelles on exerce une surveillance. On a des zones qui sont complètement soustraites à la pêche, qu'elle soit professionnelle ou la pêche plaisancière. Donc ces zones de protection renforcée, elles vont effectivement permettre une augmentation très importante des effectifs de poissons, qui sont aussi des proies potentielles pour une espèce comme le grand dauphin en particulier. Depuis 2017, ces gestionnaires collaborent dans le cadre d'un suivi local du Grand Dauphin, coordonné par les associations GESEM et GIS3M. L'un des objectifs du suivi est de caractériser la fréquentation spatio-temporelle de l'espèce dans cette zone où peu de données étaient disponibles. Dans le cadre de ce projet, on effectue des sorties toute l'année avec nos partenaires, donc le Parc national des Calanques et le Parc marin de la Côte Bleue, de janvier à décembre et sur toute la zone d'étude, de la côte vers le large. Et l'idée, c'est de pouvoir répondre à certaines questions, à savoir s'il y a une saisonnalité dans la fréquentation de l'espèce dans cette zone-là, ou si l'espèce est présente toute l'année. Et puis savoir aussi s'il y a des zones géographiques où l'espèce est plus présente que d'autres. Donc pour savoir si ce sont toujours les mêmes individus qui sont présents ou pas, on travaille avec la photo-identification, ce qui nous permet de reconnaître les animaux grâce à leur dorsale et de voir si on a une fidélité de certains individus ou pas sur ce site. On complète nos observations de comportement visuel avec des enregistrements acoustiques. Grâce à l'acoustique, on arrive à préciser l'activité du groupe, puisque les animaux ne vont pas faire les mêmes sifflements, les mêmes clics s'ils sont en train de s'alimenter ou de socialiser par exemple. Ces 3 années de suivi représentent près de 5000 km de prospection pour 18 groupes rencontrés et 145 individus différents identifiés. 32% des individus ont été observés plusieurs fois dans la zone, suggérant une certaine fidélité au site. La grande majorité des individus semblent cependant utiliser la zone de manière transitoire. L'alimentation et le déplacement sont les comportements prédominants, mais plus d'observations sont nécessaires pour une véritable compréhension de l'utilisation de la zone par l'espèce. La conservation des espèces nécessite également d'identifier les menaces pesant sur elles. La deuxième priorité est de pouvoir quantifier les impacts des pressions anthropiques qui s'exercent sur les populations afin d'identifier des enjeux prioritaires sur lesquels élaborer des stratégies et des mesures de conservation. Et enfin, il est essentiel de pouvoir suivre l'efficacité de ces mesures de conservation de manière à pouvoir les adapter si besoin et aller vers toujours des mesures de plus en plus efficaces. Le suivi des échouages mis en place depuis 1972 le long des côtes françaises apporte de nombreuses informations sur les causes de mortalité des cétacés, naturelles et anthropiques. Une étude parue en 2019 basée sur les données d'échouage a montré que les collisions représentent la première cause de mortalité non naturelle chez le rorqual commun en Méditerranée. Il a été estimé qu'en Méditerranée, chaque année, il y a environ 3500 cas de collision possibles entre un navire et un grand cétacé, donc rorqual ou cachalot. Et sur ces 3500 cas, on en a 1 à 2 de connus chaque année, donc tout ce qui est carcasses qui reviennent à terre, on sait qu'il y a eu collision. Et on a aussi un nombre de carcasses inconnues qui est estimé entre 8 et 40. Donc entre 40 et 3500 cas de collision, on a des animaux qui peuvent éviter les navires, mais on a toujours aussi un groupe d'animaux qui, pour des raisons de santé, pour des raisons d'imprévision de route de navigation, peuvent ne pas éviter le navire et donc être percutés par le bateau. Pour limiter les risques de collision, un dispositif informatique appelé REPSET a été co-développé par l'association Souffleurs d'écume et Crisar Software Technology.
Chaque navire équipé du système REPSET va disposer d'un logiciel à bord sur un écran dédié. Et sur ce logiciel, il va avoir en permanence un fond de carte sur lequel va apparaître un signalement de baleine, s'il y a une baleine qui a été signalée. Et comme c'est un système collaboratif, le logiciel communique avec tous les navires équipés du système. Et dès que la personne qui est en veille dans la passerelle va repérer un animal, il va être en mesure de signaler sa position GPS dans le logiciel. Et la carte va faire apparaître automatiquement la présence de l'animal avec une zone de risque dynamique qui évolue dans le temps pour signaler la position potentielle de l'animal depuis qu'il a été repéré. Quand le fond de carte fait apparaître une position de baleine qui se trouve être sur la route d'un navire, le navire, en théorie, s'engage à limiter sa vitesse et à augmenter la veille en passerelle pour justement éviter d'entrer en collision avec l'animal si jamais il venait à surgir devant le bateau. L'efficacité de cet outil collaboratif repose avant tout sur la portée de son déploiement. Étant donné que le système REPSET dépend du nombre de navires contributeurs, l'idéal ce serait que tous les navires en Méditerranée, bien sûr, puissent être équipés de ce système, que ce soit pavillon français, italien, espagnol, qui transitent sur des zones où on a beaucoup d'animaux. Ça sera vraiment une situation idéale. Aujourd'hui, les cétacés sont aussi victimes de leur succès. Un tourisme de masse s'est développé un peu partout dans le monde autour de l'observation et de la rencontre avec les baleines et les dauphins. En Méditerranée française, une quarantaine d'opérateurs proposent cette activité. Mal pratiquée, elle peut être source de nuisances pour les animaux. La présence de navires peut induire des changements de comportement vitaux. Ça peut aller jusqu'à des déplacements de population qui quittent une zone qui leur est nécessaire. Et ça va potentiellement augmenter le stress chez les cétacés. Depuis 2014, une marque baptisée High Quality Whale Watching et animée par l'association Souffleurs d'écume permet d'identifier les opérateurs qui s'engagent à avoir une approche respectueuse des cétacés. Donc ce code de bonne conduite, il dicte les approches à avoir, donc respecter une certaine distance, respecter un certain temps d'observation, une certaine vitesse. Les opérateurs s'engagent aussi à ne pas mettre à l'eau des personnes pour nager avec les cétacés. Ils s'engagent également à ne pas utiliser de repérage aérien, donc ne pas utiliser d'avion pour aller chercher les animaux. Les opérateurs ils s'engagent également à participer aux programmes de recherche qui sont menés par Souffleurs d'écume ou par nos partenaires. Cette marque peut être retirée si les engagements ne sont pas respectés. Une quinzaine d'opérateurs sont aujourd'hui porteurs de la marque en Méditerranée française. La protection des cétacés est entre les mains des décideurs, mais également entre celles des citoyens. Choisir le poisson que l'on consomme, réduire sa consommation de plastique, utiliser des produits éco-responsables. Certains choix peuvent faire une véritable différence.